Et je vous propose maintenant de passer à la seconde partie, addiction et responsabilité. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de cette question-là? euh, La question de la responsabilité se pose régulièrement, si ce n'est pas au quotidien, quand on s'occupe du problème d'addiction, quand on en souffre soi-même. Sans en arriver à l'aspect médico-légal ou juridique d'un plan plus global, vous avez un différent de voisinage, un conflit de voisinage. Donc, votre voisin fait du tapage, vous allez le voir, il vous insulte ou il vous tape ou il essaye. Et bien le lendemain, il y a sa femme ou sa mère qui vient vous voir pour vous dire mais on ne voulait pas, il était bourré. Donc, est-ce que la personne qui transgresse un ordre juridique ou moral sous l'effet de produits est responsable de ses actes ou pas? La question est complexe, très complexe, parce que ça dépend de comment on se positionne. Nous sommes dans un délire d'addictologie, c'est que nous sommes tous d'accord, ou à peu près d'accord, de considérer les problématiques avec les consommations de produits et certains comportements comme un problème médical. Donc, on appelle ça une addiction. Donc, nous ne sommes pas dans une conception euh, plutôt à concevoir ça comme un problème de société, comme un problème d'ordre moral, mais plutôt médical. Il y a des explications psychologiques, physiologiques, neurochimiques à cela. Et une personne commence à déraper, à faire en sorte que la quête d'un produit ou d'un comportement devient de plus en plus euh, nécessaire, importante, obligatoire. Une pensée obsédante, des envies et un comportement qui en découle parce que la personne ne peut pas faire autrement. Donc, et ce qui va autour, les mensonges, escroquerie pour pouvoir, escroquerie, vol à main armée, ce que vous voulez pour pouvoir se procurer le produit, tout cela, c'est dans la spirale de l'addiction. À partir du moment qu'on dit qu'il y a un problème médical derrière, ça déresponsabilise. Que le législateur a à intervenir à ce niveau-là, à dire si l'addiction fait en sorte que la personne est responsable, partiellement responsable ou pas responsable du tout. Ben, c'est compliqué, le consensus est difficile à trouver et je n'ai pas les moyens d'entrer dans le droit comparé, mais ce qui se passe en France n'est pas ce qui se passe ailleurs. Le peu que je puisse vous dire à ce sujet. Donc, euh, nous, ce que l'on va traiter aujourd'hui, c'est la question de l'expertise psychiatrique au pénal. Il existe des expertises dans le civil, il existe différents cas de figure. L'expertise psychiatrique dans le pénal, donc faite par des médecins psychiatres. Il y a des psychologues qui peuvent faire des expertises aussi. Dans le pénal, c'est différent. Et les soins pénalement ordonnés qui peuvent en découler. Donc il existe deux types d'expertise psychiatrique. Celle qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, je vous en parle quand même, c'est l'expertise prospective, de libération conditionnelle. Elle a lieu souvent longtemps après. Donc quelqu'un qui a commis un crime et est sur le point de sortir après 10-15 ans, et on demande à un psychiatre de l'expertiser, de voir quel est le risque de récidive si la personne sort. Et le psychiatre vérifie si est-ce que la personne a suivi des soins, si la personne a des problèmes d'addiction, si la personne s'est soignée, arrive à contrôler ou est abstinente, est-ce que si la personne souffrait de psychose et a eu un traitement pour la psychose depuis, est-ce que la personne critique son acte ou pas, se remet en question ou pas. Donc c'est très difficile. Sinon, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'expertise pré-sententielle. Donc avant
la décision de justice, expertise de responsabilité. Donc nous sommes dans le rétrospectif. L'expert vient voir une personne, un instant T, mais pas pour l'évaluer à ce moment-là, mais pour l'évaluer au moment des faits. Donc c'est très très important. Pour voir si, au moment des faits, il y avait des pathologies psychiatriques ou neuropsychiatriques en général, et si ça engage la responsabilité de la personne dans le passage à l'acte criminel ou pas. C'est très important parce que c'est au moment des faits. Donc vous pouvez, au moment d'expertise, voir quelqu'un qui va bien, et sauf qu'au moment des faits, il était délirant, persécuté et a commis un acte dans ce sens-là, ou au contraire, quelqu'un qui était normal, entre guillemets, au moment des faits, mais vous le voyez quelques mois après, et l'incarcération a fait en sorte qu'il décompense une psychose ou qu'il ait une pathologie psychotraumatique ou qu'il soit ou de voir quelqu'un de complètement dissocié. Et donc l'expert va nous dire s'il y a une abolition du discernement et le contrôle des actes, ou est-ce qu'il y a une altération du discernement avec une entrave au contrôle des actes. Il n'y a pas une abolition du contrôle des actes. C'est très important. Donc c'est déresponsabiliser à 100% ou à moitié. Donc le discernement, c'est la capacité de la personne à discerner le bien du mal, le légal de l'illégal. Contrôle des actes, c'est j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais qu'il ne faut pas le faire, et donc du coup je me contrôle. Est-ce que je perds cette capacité à contrôler ou pas, ou est-ce que j'ai moins de capacité? Est-ce que j'ai plus de capacité du tout? Je vous lis l'article de loi en question qui est très important, qui est l'article 122.1 du Code pénal, donc, qui nous dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé, vous voyez, on joue sur le mot, les mots altérer ou entraver le contrôle de ses actes, demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'on détermine la peine et en fixe le régime. Donc la juridiction peut réduire la peine, mais elle n'en est pas obligée. Donc c'est une réduction au tiers. Dans les deux cas, la personne est punissable dans le civil. Donc même, je vous le dis à titre de remarque, donc même si la personne est responsabilisée dans le pénal, ou a une responsabilité atténuée dans le pénal, elle est responsable dans le civil. Donc on peut commettre un acte et être reconnu irresponsable dans le pénal de cet acte-là, mais dans le civil, donc le pénal, c'est la sanction, c'est punir, prison, sursis, travaux d'intérêt général. Le civil, c'est dédommager. Un dommage, préjudice, et la personne doit dédommager un préjudice. D'accord ? Lorsque vous êtes expert et vous recevez une mission d'expertise présententielle de responsabilité pénale, il y a habituellement 7 questions types. La première, est-ce qu'il y a des anomalies mentales ou psychiques? Il faut les décrire, préciser si elles se rattachent à des pathologies ou pas. Schizophrénie, paranoïa, troubles bipolaires, troubles de la personnalité. Deuxième question, est-ce que l'infraction reprochée est ou non en relation avec de telles anomalies? Très important, est-ce qu'il y a un lien de causalité? La voix lui a dit que cette personne allait le menacer et il a agi en conséquence. Est-ce que la personne présente un état dangereux pour elle-même ou pour autrui? Est-ce qu'elle est accessible à la sanction pénale? Quelqu'un qui a un gros retard mental ou un cérébro lésé peut passer des mois ou des années en prison et pas comprendre quel est l'intérêt de tout ça. Est-ce que la personne est curable ou réadaptable? Donc question délicate, est-ce que vous
penser que cette personne-là, en se soignant, ira mieux ou pas. Réadaptable, donc se réinsérer dans la société. Est-ce que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes? Donc, c'est délicat aussi. Typiquement, l'abolition du et l'altération du discernement et du contrôle des actes, c'est le cas le plus extrême. C'est quelqu'un qui a un automatisme mental, ou quelqu'un qui a fait des crises d'épilepsie partielle complexe. Ça, c'est les cas les plus extrêmes. L'altération du discernement, c'est quand on sent que ça intervient, mais pas à 100%. Et donc, lorsqu'on reconnaît la culpabilité de la personne, il faut voir si, la 7e question, est-ce que l'intéressé relève d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou pas. Et donc, je vous l'ai déjà annoncé tout à l'heure, l'addiction, on se rend compte que c'est une double peine. L'addiction donc, met la personne face à des envies, des pensées, des sensations de manque horribles pour certains, qui leur fait faire des choses qu'elles n'auraient pas faites avant, qui leur fait transgresser à un seuil qu'ils n'auraient pas à transgresser, fixé par la morale, par les lois, et est reconnu responsable derrière, parce que, pour plusieurs raisons, parce que on n'a pas envie d'ouvrir la voie pour des défenses pour folie, aliénation mentale, ce qu'on appelait démence avant, pour des cas analogues de troubles de contrôle des impulsions. Dans ce cas-là, voilà, ça va être la kleptomanie, ça va être la pyromanie, parce que par consensus, on reconnaît que la responsabilité criminelle des personnes addictes est engagée dans le cadre où ils ont l'intention d'agir, donc ils savent qu'ils vont faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire et qu'ils sont censés se contrôler et qu'ils sont ainsi conscients du caractère illicite de ce qu'ils font pendant l'acte et après l'acte. Donc, le consensus dit qu'ils sont responsables de ce qu'ils font. Même s'ils ont des distorsions cognitives, c'est pas un délire, donc ça peut pas justifier qu'ils fassent quelque chose d'illégal, donc leur capacité intrinsèque à former une intention reste intacte, et aussi parce que il est considéré que les états psychologiques aversifs et les symptômes de manque, de sevrage, ne sont pas considérés comme suffisamment intenses pour interférer avec la volonté de la personne de se contrôler ou de reconnaître le caractère licite ou illicite de ce qu'il fait. Voilà, donc double peine, hein, l'addiction peut être un facteur aggravant, et pas du tout déresponsabilisant. Mais encore une fois, donc, ce sont des expertises, il y a certains experts qui peuvent déresponsabiliser, ou pas, ne serait-ce que quelqu'un qui fait une bouffée délirante aiguë et qui commet une infraction, et que cette bouffée délirante aiguë ait eu lieu après consommation de toxiques, ben les experts ne répondront pas de la même manière. Et les juges ne répondront pas de la même manière. Voire même, certains juges choisiront l'expert en fonction de sa position plus ou moins idéologique par rapport à la question. Des experts réputés sévères qui responsabilisent plus que d'autres. Là, on va responsabiliser en disant il a fumé des joints, il sait que c'est illégal, il sait que ça décompense sa psychose, ou ça le rend parano, et après, il a tué ou violemment frappé quelqu'un, donc il savait ce qu'il faisait en fumant un joint. Alors que la personne a agi en étant délirante. Donc, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, il y a
notre place n'est pas uniquement d'intervenir en tant qu'expert, nous pouvons intervenir par la suite pour s'occuper de soins obligés ou dits ordonnés par rapport à des problèmes d'addiction. Nous pouvons intervenir en tant que médecin, psychologue, infirmier, assistante sociale, dans ce genre de cas de figure. Donc ce sont des mesures sanitaires décidées par la justice, et ça peut concerner, donc je suis orienté vers pathologie psychiatrique, mais ça peut, intervenant de près ou de loin avec des actes de violence, et quand il y a des problèmes d'addiction associés, vous pouvez être amené à intervenir. Il en existe 4 types. Les obligations de soins, ça découle d'une loi créée dans les années 50 pour les alcooliques dangereux, et là, il n'y a pas besoin d'expertise. C'est le juge qui en décide sans expertise psychiatrique, médicale. Les injonctions thérapeutiques, ça a été mis en place pour limiter l'augmentation des usagers de drogue, substances illicites. Les injonctions de soins, dans le cadre de suivi socio-judiciaire. Donc ça, c'était initialement pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel, puis après ça a été étendu à la psychiatrie, et quand il y a une addiction en plus, nous pouvons être concernés. Et les stages de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants. C'est une mesure relativement nouvelle, ordonnée par la justice. Donc on va les voir une à une. Donc les obligations de soins, c'est la mesure la moins complexe, pas d'avis ou d'expertise psychiatrique au préalable, et c'est géré par le SPIP, donc le service de pénitentiaire d'insertion et de probation, qui joue le rôle de pivot entre le soignant et le juge. La personne concernée par l'obligation de soins choisit le médecin, engagera le suivi, et puis le contrôle de la mesure est réalisé par la remise d'une attestation médicale. Beaucoup de gens font des attestations juste de présence, mais c'est encore mieux de pouvoir justifier de l'implication ou pas de la personne, de son engagement ou pas, de la régularité ou pas. Les injonctions thérapeutiques, donc le préfet et le directeur de l'ARS sont informés rapidement par l'autorité judiciaire. Il y a à désigner un médecin relais qui évalue la situation, confirme ou pas cette mesure, propose une modalité de contrôle et de suivi avec des rencontres pluriannuelles, et rédige un rapport écrit destiné à l'autorité judiciaire, où il précise la régularité du suivi, le type de mesure de soins ou de surveillance mise en place, l'adhésion de l'intéressé à cette mesure, l'évolution de la situation médicale. Donc c'est fixé pour une durée de 6 mois renouvelable 3 fois. Et par manque de médecins relais, il est possible que ça soit remplacé par un autre professionnel de santé qualifié et habilité par l'ARS, en l'occurrence des psychologues. Bon, pour ceux que ça intéresserait. Donc l'injonction de soins, très intéressant. Donc il y a une expertise préalable, obligatoire. C'est dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, donc plus global, donc il n'y a pas que l'aspect médical. Et on est censé avoir le consentement de l'intéressé. Mais parfois, vous allez rencontrer des gens qui viennent, qui ont dit oui juste pour échapper à la peine, mais qui ne sont pas du tout motivés. Et il y a nommé un médecin coordonnateur donc, qui joue l'interface entre le milieu judiciaire et le médecin ou psychologue traitant. Donc la personne trouve son médecin ou psychologue traitant, et en libéral, ça part en CMP. Sa coordonnateur évalue la situation, valide le choix
du médecin psychologue traitant, les modalités de soins, et fait un rapport aux autorités judiciaires aussi. Et on est malheureusement face à un problème de manque de médecins coordonnateurs et de médecins experts. Et je finis avec les stages de sensibilisation au danger d'usage de produits stupéfiants, donc c'est relativement récent, donc c'est une mesure pédagogique qui date de 2007. Donc du coup ça ressemble un peu au stage de citoyenneté où se proposait dans la prévention routière. Donc, ça aide à faire prendre conscience aux consommateurs des conséquences de leur usage de substances, sur leur santé, sur la société, les risques qu'ils prennent sur un plan sanitaire, pénal, social. Et voilà, on est dans la prévention pour éviter que ces usages problématiques s'installent, pour les responsabiliser dans leurs actes. Et ils payent certaines les associations prestataires, c'est l'intéressé qui paye de ses propres deniers. Et ça peut arriver, on peut faire ça, ça peut être prononcé à différents stades de la procédure judiciaire. Ça se déroule sous forme de sessions collectives, continues, discontinues, avec des modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés, à la nature de l'infraction commise. Vous pouvez trouver des groupes autour de l'infraction liée à l'usage de produits et d'autres par rapport à des infractions autres que le délit d'usage, des vols, et pas l'usage même qui constitue une infraction. Ça dure 2 jours maximum. Il faut que ça se fasse dans les 6 mois et qui suivent la condamnation. Donc ça a un intérêt, c'est que c'est autofinancé, de courte durée, mais l'inconvénient c'est qu'il y a des gens qui sont peu solvables et qui vont pas pouvoir, qui sont dans une situation de précarité, qui vont pas pouvoir se permettre de payer ces formations. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a des éléments qui ne vous semblent pas clairs. Le PowerPoint est plus étoffé que cette présentation et je vous souhaite bonne chance et bon courage. Au revoir.